Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier du Printemps des Territoires. Je suis Céline Coulange et j'ai le plaisir d'animer les échanges qui vont suivre. Je vous invite d'ailleurs à poser des questions aux invités que je vais vous présenter dans un instant, car dans une quinzaine de minutes, j'ouvrirai une session d'échange sur la base de vos questions. Donc je compte sur vous pour alimenter le fil de discussion qui se trouve à droite de votre écran. Et on fait également confiance à Florent, dessinateur, pour croquer le meilleur de nos échanges. On le retrouvera en fin d'atelier, un atelier où nous allons parler de data, avec notamment Lucie Billot. Lucie, vous êtes chargée de mission Smart City pour la ville de Soissons. Bonjour. Alors en quoi ça consiste d'être chargée de mission Smart City à Soissons ? Alors, la démarche Smart City de la ville de Soissons a été mise en place à partir du premier mandat du maire en 2014 et elle a été confirmée avec son deuxième mandat en 2020. Et l'objectif de cette démarche, c'est d'utiliser les nouvelles technologies et l'innovation qui n'est pas forcément numérique pour créer des nouveaux services pour les citoyens, mais aussi pour améliorer les services en interne. Merci Lucie, on va voir comment vous développez tout ça tout à l'heure. Nous sommes aussi avec Chloé Friedlander. Bonjour Chloé. Vous êtes vous aussi chargée de mission Smart City, mais à la Banque des Territoires. C'est quoi exactement le Smart City à la Banque des Territoires ? La Smart City, c'est un programme d'innovation au service des politiques publiques. Et donc, c'est l'innovation au service de l'habitat, de la transition énergétique, de la mobilité, voilà, toutes les politiques publiques qui peuvent bénéficier d'innovation. On parle de effectivement différents enjeux. Mais le point commun à tous ces enjeux, la matière première, si on peut parler ainsi, c'est la donnée. Oui, tout à fait. La donnée, c'est le liant de la Smart City. Et c'est un sujet qui peut paraître un peu technique, un peu complexe. Et donc, ce qu'on souhaite faire sur ce sujet, c'est le rendre accessible, compréhensible, et puis donner envie de passer à l'action. Et donc pour ça, on a mis à disposition des ressources et qui vont s'enrichir de plus en plus. Le premier, c'est un espace de partage de retours d'expérience qui s'appelle Destination Data et qui permet de voir en fait la diversité des projets qui sont possibles de faire sur des politiques publiques très concrètes et d'avoir une notion aussi de combien de temps ça prend, quelles ressources il faut. La deuxième chose qu'on propose, c'est un guide à destination des décideurs pour comprendre les enjeux de la donnée et comprendre pourquoi s'engager dedans et des conseils pour se lancer, pour mettre en place la gestion de la donnée sur son territoire. La troisième ressource, c'est un annuaire Smart City pour trouver en fait, le fournisseur qui va permettre de mettre en place un projet data. Et puis pour le programme Action Cœur de Ville, là spécifiquement, on a un outil qui s'appelle DataVis qui permet de, à partir des données, avoir un portrait de son territoire. Et puis, on a également lancé un AMI l'an dernier, donc un appel à manifestation d'intérêt, avec une dizaine de villes du programme Action Cœur de Ville pour les accompagner dans leurs projets data. Alors justement, Lucie, vous avez participé à cet AMI ? Exactement, oui, on a participé. Alors effectivement, parce qu'on fait partie du programme Action Cœur de Ville, mais pour nous, ça a vraiment été une opportunité parce que ça a été un prolongement en fait de la plateforme qu'on avait mise en place à partir de juin 2019. On avait une plateforme d'open data. Nous, on est une ville de plus de 3500 habitants, donc on a effectivement une obligation réglementaire à publier un certain nombre de jeux de données, le socle commun en fait des données locales. Mais à partir de juin 2019, on a vraiment voulu essayer d'aller plus loin et finalement de ne pas utiliser ou de ne pas voir les données comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité. Mais pour ça, il nous fallait des cas d'usage, il fallait qu'on ait un accompagnement et l'AMI était vraiment au cœur de ce sujet-là. Et dans l'AMI, il y avait deux groupes. Il y avait un groupe qui travaillait sur le commerce et un groupe qui travaillait sur la mobilité, même si ces deux sujets sont liés. Et donc nous, on a choisi de se positionner sur la mobilité et en particulier sur le stationnement. Parce qu'il y a des problèmes de stationnement à Soissons ? Alors non, je ne vais pas vous dire qu'on est comme Paris ou comme une grande métropole avec des contraintes très très importantes, mais on a quand même des petites contraintes parce qu'on ne peut pas avoir de stationnement souterrain puisqu'on est la première capitale des Francs et qu'on a 2000 ans d'histoire sous nos pieds. Et oui. Mais au-delà de la densité de stationnement ou en tout cas de la disponibilité du stationnement ou de créer plus de places de stationnement, le but c'est vraiment d'arriver à trouver un équilibre en fait entre le stationnement et les mobilités douces, de ne pas donner à la voiture toute la place dans la ville et de trouver aussi un équilibre entre l'attractivité commerciale, et c'est pour ça que les deux thèmes sont liés, en centre-ville et en même temps la qualité de vie. Et du coup, il faut vraiment arriver à avoir une vision très fine du stationnement et c'est pour ça qu'on s'est positionné là-dessus.
Et alors, vous parliez d'une approche par cas d'usage lorsque vous avez mis en ligne votre plateforme d'open data. Oui, parce que les cas d'usage, c'est ce qui permet de rendre les choses beaucoup plus concrètes auprès des services. Et sans cette approche-là, c'est difficile de les mobiliser. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur ces cas d'usage, même si justement, ce n'est pas forcément si facile. Oui, c'est ça, vous avez eu des difficultés à en trouver. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors, en fait, on a un cas d'usage qui s'est un petit peu imposé, mais parce qu'on a beaucoup de données sur le stationnement. Pourquoi? Parce que depuis 2018, on a un programme ou un projet de stationnement intelligent. Donc, on a mis en place des capteurs par analyse d'image. Et on a aujourd'hui 1489 places de stationnement, pour être tout à fait précise, qui sont qui ont ces capteurs, qui sont dotés de ces capteurs. Qui sont supervisés exactement en temps réel. Et donc, toutes les poches de stationnement du centre-ville sont supervisées. Donc, on a la donnée, effectivement, de disponibilité du stationnement en temps réel. Ça fait beaucoup, beaucoup de données, mais du coup, il faut les analyser et c'est là qu'on avait besoin d'un petit peu plus d'appui. J'imagine. Et donc, vous vous êtes lancé dans ce projet. Et là aussi, vous avez rencontré quelques difficultés parce que finalement, vous avancez en marchant. Exactement, c'est une expérimentation, donc comme toute expérimentation, il peut y avoir des problèmes, mais c'est ça aussi l'intérêt, et c'est là vraiment que l'opportunité de l'AMI a été très importante parce que ça nous a permis de nous rendre compte de certaines choses, notamment du type de données en fait qu'il fallait qu'on utilise. Donc on s'est rendu compte avec le prestataire qu'on avait besoin de données plutôt de taux d'occupation et de taux de rotation par heure, ce qui n'était pas le cas en fait des données agrégées que nous fournissait notre prestataire, donc ce qui nous a permis aussi nous de voir avec notre prestataire comment retravailler ces données. On a eu aussi, et on s'est rendu compte avec l'AMI qu'on avait des problèmes de fiabilité parfois de certaines données avec des capteurs qui remontaient des données qui étaient aberrantes, et donc ça nous a permis aussi de travailler là-dessus. Et enfin, on s'est rendu compte aussi qu'on n'avait pas forcément bien anticipé le contrat qu'on avait avec le prestataire, et notamment la maintenance des capteurs, et donc on retravaille le contrat. Et d'ailleurs, on va utiliser le closier qui a été publié par la Banque des Territoires pour ça. Génial. Alors justement, Chloé, quel est le rôle de la Banque des Territoires auprès des collectivités? Notre rôle, c'est de les accompagner de la conception de leur projet jusqu'à la réalisation. Et là, par exemple, avec Soissons, il y a eu l'appel à manifestation d'intérêt pour commencer à cadrer un projet, le tester. Et on est allé plus loin en discutant avec... On a identifié que ça pouvait aller plus loin avec une de nos startups qui s'appelle Open Data Soft. Et Open Data Soft, vous la connaissiez déjà? Oui, alors c'était pas fait exprès, mais effectivement c'est le prestataire qu'on avait choisi pour notre plateforme d'Open Data en juin 2019. Et c'est vrai que le prolongement de cette AMI, ça a été de travailler avec eux. Alors là, sur un produit qui est un peu différent, qui est assez simple, mais qui est aussi très très concret. Et on a travaillé sur un observatoire du stationnement. On a identifié en fait 3 jeux de données qui étaient mobilisables, qui n'étaient pas les jeux de données de stationnement intelligent, justement à cause des problèmes finalement qu'on avait rencontrés avec l'AMI. Mais on en avait d'autres. On a les données d'eurodateur, donc combien rapporte un eurodateur par exemple. On a les données de bornes de recharge de véhicules électriques, je vais y arriver, c'est les IRV. Et les données des bornes d'arrêt minute, où on en a quelques-unes aussi qui ont été déployées. Et donc vraiment l'objectif, c'était de travailler sur la visualisation de ces données qui étaient pas forcément très exploitées en fait en interne, et de voir si on pouvait arriver à prendre des décisions de politique publique avec ça. Et même parfois de changer aussi le fonctionnement de certains services, ce qui va probablement être le cas, puisque quand on a présenté en fait la première version de l'observatoire, au service en interne, on s'est rendu compte qu'on pouvait éventuellement voir avec la police municipale pour qu'ils modifient leur tournée qu'ils améliorent finalement leur service. Et puis, ce qui a été aussi très intéressant, c'était de se dire que c'était une première pierre vers une nouvelle logique finalement.
Je sais que le maire adjoint, quand on a présenté ça et qu'on a présenté avec l'ensemble des services, nous a dit oui, c'est intéressant parce que ça pourrait être le premier observatoire, mais on pourrait imaginer des observatoires pour d'autres thématiques. Donc finalement, c'est vraiment d'arriver à acculturer les services à travailler dans cette logique en fait. D'analyse de data. Exactement, de visualisation des données qui est extrêmement importante et de croisement aussi des données pour arriver à... Peut-être lié à la météo, à des facteurs qui sont complètement externes. Par exemple, on a aussi sur les IRV, donc les bornes de recharge pour véhicules électriques, on est très bien doté à Soissons, on en a plus de 40. Finalement, c'était des données d'exploitation qu'on n'utilisait pas véritablement, ou en tout cas qu'on n'avait pas visualisées, qu'on n'avait pas cartographiées. Et on s'est aperçu qu'on a des bornes qui sont peut-être sous-utilisées et qu'on pourrait éventuellement mutualiser pour d'autres usages. C'est quelque chose qui peut, qui pourrait se passer. En tous les cas, il faut que les services s'emparent de ces outils. Exactement. Comprennent qu'elles font partie de cette toolbox, j'ai envie de dire. Quels sont selon vous les facteurs clés de succès justement d'un tel projet, d'un projet Smart City? Alors les facteurs clés de succès, c'est vraiment de travailler en collaboration avec les services. Si vous imaginez ou vous imposez quelque part ça aux services, qu'ils voient les données et l'open data uniquement comme du travail supplémentaire et pas comme une opportunité, ça va être très très difficile. Donc il faut vraiment travailler en collaboration avec eux, travailler sur les cas d'usage et pas se dire non plus que c'est un one-shot et qu'on lance la plateforme Open Data et qu'après c'est fini. Il faut toujours rester dans cette dynamique de justement trouver des nouveaux cas d'usage et actualiser les données, etc. Se lancer en tout cas, hein. Il y a beaucoup de côtés positifs. Oui, et il faut voir justement ces côtés positifs avant d'imaginer cette première étape qui est peut-être un peu fastidieuse parce qu'il faut imaginer quel capteur, quelle data, comment les récupérer. Il faut imaginer et bien sûr, il y a des choses qui sont un petit peu plus techniques, mais il faut vraiment arriver à embarquer les services et à faire comprendre à quel point ça peut être concret. Alors justement, qu'est-ce qu'on retrouve sur votre plateforme ? Alors, bien évidemment, on retrouve le socle commun des données locales, puisque c'est ce qu'on Ça, c'est contractuel, non ? C'est légal. Mettre en open data. Mais nous, on a choisi, en plus dans ce socle-là, on a des données qui peuvent être intéressantes, notamment sur des données financières, qui sont les subventions qui sont distribuées aux associations, par exemple. Mais nous, on a choisi de vraiment essayer de mettre tout ce qu'on pouvait comme données sur la plateforme. Donc on a une cartographie des défibrillateurs, on a une cartographie ou l'emplacement des bornes de Wi-Fi public, des choses comme ça. Et en plus, ce qu'on a voulu faire, c'est l'intégrer à notre application de la ville. Donc accessible à tous les citoyens. Oui. Alors c'est ça aussi qui est intéressant parce que ce que j'ai oublié de mentionner sur l'observatoire de stationnement qu'on a mis en place avec Open Data Soft, c'est que c'est un observatoire qui est en interne. Donc, parce qu'il y a des données qui sont sensibles, des données financières, donc on ne peut pas les mettre en open data pour tout le monde, mais c'est intéressant de voir qu'on peut jouer finalement avec l'open data, qu'on met des données et tout ce qu'on peut au public et à tout le monde, et qu'on peut aussi travailler en interne sur certains jeux de données. Donc vous parliez de votre appli. Oui, oui. Et sur cette appli, effectivement, on a plein de choses. On a aussi oui, il me semble qu'on l'a. L'ouverture des commerces, L'ouverture des commerces. Alors ça, oui, ça c'est intéressant. En période Covid. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose, un point à retenir parce que c'est notre jeu de données qui a été le plus réutilisé jusqu'à présent sur la plateforme. En fait, c'est tout simplement un tableau Excel avec l'adresse des commerces et tout ce que proposent les commerces, leurs horaires, où est-ce qu'ils proposent du drive, du click and collect pendant les 2 périodes de confinement. Et finalement, c'est assez révélateur parce que ça montre que l'open data, c'est pas forcément super technique. Voilà, c'est juste un tableau Excel. Il faut bien évidemment comprendre, avoir des bonnes pratiques, savoir comment mettre en qualité les données. Mais moi, je suis pas ingénieur informatique. C'est de l'information, quoi. Mais voilà, et je peux tout à fait le faire. Et les services l'ont fait aussi tout seuls. Et donc voilà, c'est vraiment intéressant de voir que c'est pour le coup extrêmement concret, extrêmement pratique et qu'en plus ça a été réutilisé puisqu'il y a un Soissonnais qui a réutilisé ces données pour en faire une application.
Une application justement. propre. Génial. Exactement, pendant les confinements. Excellent. Oui, parce qu'en fait, au final, quand on parle de données, on parle pas de la donnée pour la donnée, mais pour ce qu'on en fait, évidemment. Chloé, vous offrez des solutions clés en main, justement, pour pouvoir analyser ces données? Oui, alors j'évoquais DataVis tout à l'heure pour le programme Action Cœur de Ville. Et puis Open Data Soft, parmi les startups dans lesquelles on investit, il y en a d'autres. Par exemple, Monty, qui en ce moment met à disposition une version épurée de sa plateforme pour les collectivités. Et ça permet de visualiser des indicateurs bien utiles comme des indicateurs de ressources humaines ou de budget. Et alors justement, Lucas Gaillard, qui est directeur des opérations de Monty, est en duplex avec nous. Bonjour Lucas. Oui. Bonjour Céline. Enchanté, je vais du coup me permettre de présenter un petit peu Monty. Oui, dites-nous tout, parce qu'on a besoin d'en savoir plus là. Du coup, on s'est lancé il y a 4 ans maintenant. Et on a, au fur et à mesure, en travaillant en co-construction avec les collectivités, construit une plateforme d'aide à la décision pour prendre des décisions de politique publique. Concrètement, on va se brancher, avoir des connecteurs avec les différentes bases de données qui sont utilisées souvent dans les collectivités, type RH, finance, on parlait du budget, mais également les données de services techniques ou de facturation, donc de fréquentation des activités proposées par la collectivité. Et on va pouvoir en sortir des cas d'usage. Nous, ça a été très important dès le début de partir de la finalité du cas d'usage. On est parti assez rapidement, par exemple, sur des études de tarification. Je sais qu'il y a souvent un gros travail qui est fait au moment où on remet à plat tout ce qui est tarif. Et en sortant les données des usagers, des quartiers, les coefficients familiaux, etc., on peut avoir des choses très intéressantes qui sont remontées, notamment nous en région parisienne, on a travaillé avec une ville qui s'est rendu compte que les quotients familiaux et les prix pour le conservatoire étaient en fait prohibitifs pour certaines tranches de quotients familiaux. Typiquement, les premières et dernières tranches allaient souvent au conservatoire parce que c'était très abordable pour la première et la dernière a une capacité à contribuer assez forte. Et au milieu, en fait, on avait un trou et donc ça permet d'affiner une fois, mais ça va permettre, une fois qu'on l'a automatisé, mis dans un lac de données, d'avoir beaucoup plus d'agilité sur le futur. Nous, c'est une des choses sur lesquelles on travaille, c'est vraiment accompagner les services à se dire, il faut que j'analyse mes données. Là, on parle de choses qui sont un peu sexy, de tarification, de choisir les horaires d'ouverture d'une piscine en fonction du coût d'un usager ou ce genre de choses. Mais il y a aussi des choses du quotidien, typiquement suivre son budget et savoir où réallouer des ressources, qui sont des choses très importantes pour les services au quotidien. Merci beaucoup Lucas. Donc on voit bien effectivement quel est l'intérêt d'utiliser Monty. Ils proposent leur plateforme pendant 3 mois, c'est ça? Oui, pendant 3 mois, une mise à disposition gratuite d'une version épurée de leur plateforme. À toutes les collectivités? Tout à fait. Attention, vous allez crouler sous les demandes. Chloé, quels sont les potentiels de ces solutions finalement? Que permettent-elles pour une collectivité justement? Je crois que à la fois l'expérience de Soissons et ce que disait Monty le montrent. Les données, ça permet d'objectiver une situation, de voir éventuellement la situation sous un autre angle et par là d'aller plus vite, d'avoir une décision plus éclairée, plus informée et donc peut-être de meilleures décisions publiques et puis également de faire des économies. Que du bénéfice. Construire collectivement des territoires plus durables, plus connectés, plus inclusifs, plus attractifs, c'est bien là votre mission citoyenne à toutes les deux. Merci. On va maintenant passer aux questions du public. Alors, est-ce que la prestation de Monty est adaptée à toutes les villes ? Alors, je laisserai plutôt Monty répondre. Est-ce qu'on ne va pas justement interroger Lucas sur le sujet? Alors, je ne sais pas si vous avez un retour de... Oui, on vous entend. Ok, parfait. Je vais répondre. À la base, on a choisi de commencer à travailler avec des grosses villes qui avaient des grosses quantités de données. Et au fur et à mesure, on en parlait de cette version épurée. On change de type d'interlocuteur. Au début, on s'adressait beaucoup à des contrôleurs de gestion, donc forcément des grosses collectivités. Maintenant, on va pouvoir commencer à travailler avec des villes de taille plus modeste, entre 1000, 2000, 3000 habitants, parce qu'on a des intégrations avec les principaux
principaux logiciels, notamment financiers, et on va pouvoir les présenter aux élus. Je parlais récemment avec une ville de 700 habitants, la maire me disait qu'il n'avait aucun indicateur financier qui sortait. Nous, on travaille avec leur éditeur à pouvoir sortir des tableaux de bord. Donc, on va dire que à partir de 500-600 habitants, dès qu'il y a quelques agents et qu'on doit faire des bilans sociaux ou ce genre de choses, ça peut servir. Eh oui. Pour les grandes villes, nous on commence à travailler aussi avec les départements, où là on a des approches beaucoup plus modulaires, où on peut intégrer un lac de données avec du Power BI ou ce genre de choses. Merci Lucas. Alors une autre question pour Lucie. Est-ce que vous pouvez nous donner des idées de nouveaux cas d'usage à Soissons ? Alors un cas d'usage sur lequel on est en train de travailler, c'est lié à la cartographie des œuvres de street art, alors qu'on a déjà mise sur la plateforme, mais on voudrait la compléter, on voudrait éventuellement la compléter de manière participative, et après pour pouvoir créer des parcours en fait. Des visites guidées du street art de Soissons. Des parcours dans la ville, et notamment voilà, en période de confinement où Oui, on peut faire 1 kilomètre autour de chez soi. Et donc de pouvoir créer des parcours d'1 kilomètre, peut-être 2 si on peut encore, mais pour pouvoir visiter la ville et la voir d'une autre manière en connaissant un petit peu mieux son patrimoine à travers les œuvres de street art. Oui, c'est ça, parce que quand on pense à Soissons, on pense histoire, on pense à ces 2000 ans qui nous séparent. Oui, mais on a aussi du patrimoine. Mais il y a aussi du patrimoine actuel, contemporain. Actuel et contemporain, exactement. Et on a des œuvres de street art dans un œuvre qui s'appelle C215. Mais après, on en a d'autres aussi, et donc c'est à mettre en avant, et on peut le faire grâce à l'open data. Génial. Alors une autre question pour vous, quid de la collaboration avec l'intercommunalité par rapport aux data ? C'est une grande question. En fait, il faut savoir que la ville de Soissons est dans une position peut-être un petit peu particulière parce que jusqu'à 2020, le président de la communauté d'agglomération et le maire de la ville n'étaient pas la même personne. Ce qui pouvait parfois un petit peu compliquer la collaboration. Aujourd'hui, c'est du coup la même personne qui est le maire de Soissons et qui est donc aussi président de la communauté d'agglomération. Et le but, ça va être de mutualiser. Et donc, évidemment, on va mutualiser aussi la plateforme d'Open Data, et notamment pour pouvoir permettre à des villes. Alors, j'entendais que Manti était pour des territoires et des communes de 700 habitants. Nous, effectivement, on a des toutes petites communes. Et donc, le but, c'est de pouvoir aussi les accompagner et les aider dans cette aventure-là, au niveau de l'interco. Oui, et puis c'est un projet finalement qui tient à cœur de Monsieur le maire depuis un petit moment, hein, vous nous l'avez rappelé. Oui. Donc forcément, il ira dans ce sens-là. De toute façon, on ira dans ce sens-là. En fait, l'objectif, c'est vraiment de faire de Soissons un peu le territoire test, et après de voir comment on peut mutualiser, irradier sur l'ensemble de la communauté d'agglomération. Alors, la Banque des Territoires va-t-elle poursuivre son action autour de la data dans les villes moyennes au-delà de l'AMI ? Oui, tout à fait. Alors, parmi les offres en fait, du programme Action Cœur de Ville, il y a une offre d'ingénierie, et donc on va consacrer une partie de cette enveloppe d'ingénierie dédiée à l'innovation aux questions de la data. Donc, proposer, montrer, illustrer à quoi ça peut ressembler ces missions d'accompagnement pour que les villes du programme s'en saisissent et se lancent avec un accompagnement avec des consultants pour commencer à travailler sur la stratégie, sur le montage d'un projet, sur la mise en ligne d'un premier jeu d'open data, et être vraiment accompagné dans la mise en place de l'organisation qu'il faut pour aller avec. De bout en bout. De bout en bout. Et pour les petites villes ? Alors pour les petites villes, il va y avoir le programme Petites Villes de demain. Et dans ce programme Petites Villes de demain, on a déjà prévu de mettre à disposition un outil de data visualisation qui s'appelle DataVis Petites Villes de demain, et qui permettra, donc qui sera alimenté en données et qui permettra d'avoir un portrait de son territoire. Ça permet d'avoir un diagnostic, de pouvoir suivre aussi pendant le projet les actions qu'on met en place et de pouvoir les évaluer à la fin. Lucie, que souhaitez-vous dire à ceux qui nous écoutent et qui sont encore un peu frileux à se lancer dans la data ? Qu'est-ce que je pourrais dire ? Simplement que c'est pas si technique que ça. Voilà, il faut pas avoir peur. Après, on peut monter en compétences et on peut travailler sur des choses de plus en plus techniques ou de plus en plus complexes. Mais pour commencer,
les données, elles peuvent être très très simples et surtout, moi ce que je trouve intéressant, après je ne sais pas si tout le monde le verra comme ça, mais c'est que ça bouge tout le temps en fait, c'est hyper dynamique. C'est vivant. C'est vivant et du coup il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose de nouveau et il faut toujours chercher d'autres choses, d'autres cas d'usage, se remettre en question et avancer. Donc voilà, le fait de ne pas toujours faire la même chose, moi je trouve ça chouette. Je vous rejoins là-dessus, c'est vrai. Merci mesdames pour vos éclairages, merci à François qui est en régie et merci à tous pour vos questions. Nous allons nous arrêter là. Voyons ensemble ce que Florent a retenu de nos échanges. Regardons son dessin et on va le commenter ensemble. Améliorons les services pour les citoyens comme en interne. Et là, effectivement, on voit bien, on retrouve bien tout ce dont on a parlé, collecter, analyser, agir. Connectons les territoires. On retrouve finalement dans ce dessin le fait que même si l'objet central est ce téléphone qui ressemble à une calculatrice, C'est un peu mais on les deux. reconnaît que c'est un téléphone, c'est une calculatrice. Et ben voilà, c'est pour ça que ça ressemble. Ça nous permet d'à la fois traiter des enjeux d'habitat, de mobilité, d'énergie. Merci Florent pour ce bon résumé de cette conversation. Merci à tous. Alors pour en savoir plus sur Open Data Soft et sur la plateforme Open Data de la ville de Soissons, tous les liens se trouvent juste en dessous de notre fenêtre. Normalement, vous y avez accès. Et pour télécharger le guide de la Banque des Territoires, allez dans la médiathèque du site. J'espère que nous vous aurons donné envie de vous lancer dans le grand bain de la data, un atout certain pour mieux piloter son territoire. Place maintenant à un moment de détente. À bientôt. Bonjour, 2 minutes 30 de respiration pour vous relaxer. La respiration est la clé de la gestion du stress et des émotions. C'est la seule fonction du corps qui régule les émotions. Cohérence cardiaque, c'est une façon particulière de respirer pour ralentir le rythme cardiaque. Commençons par une grande inspiration et on expire tout l'air et on reste en apnée. On va commencer maintenant les exercices de cohérence cardiaque. Donc c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration en continu, en pensant que vous respirez avec le cœur. Allez, on commence. On inspire. On expire. On inspire directement. On expire. On inspire. On expire. On inspire de l'oxygène. On expire du gaz carbonique. On inspire du positif. On expire du négatif. On inspire 5 secondes. On expire. On continue. On inspire. On expire. Vous voyez, en moins de 2 minutes, vous êtes déjà relax. Merci.